Comme j'ai pris du retard sur ma prochaine vidéo, je me suis dit que j'allais faire celle-ci en attendant. On m'a beaucoup demandé de faire une vidéo sur ma bibliothèque, sur des conseils de lecture, etc. Donc c'est ce que je vais essayer de faire. Je sais pas trop s'il y a une méthode consacrée, donc j'y vais un peu à l'instinct. Alors comme ça va vous apparaître probablement assez vite, je ne classe pas mes livres, ce qui n'est pas très pratique quand il s'agit d'en chercher un, mais par contre le bordel ça donne du charme, je trouve, et ça augmente un peu cette impression de foisonnement. Et voilà, j'aime bien lever la tête et voir Saint-Simon à côté de Drieux, à côté du roman de Renard, à côté de Mallarmé, Butor, Bergson, Freud, La Fontaine, Baudelaire, Ovide, Rob Grillet, putain je sais pas qu'est-ce qu'il fout là celui-là. Voilà, j'ai presque l'impression en fait que je pourrais tomber sur un livre que j'ai même pas acheté quoi. Du contenu, c'est majoritairement de la littérature et de la philo. Voilà, là typiquement Crébillon, Kant, Descartes, Houellebecq, Nietzsche encore, Giono, Yankelevitch, Jules Laforgue, Michéa, Bukowski, Roger Nimier, Hume, enfin voilà quoi. C'est en fait c'est les études que j'ai faites tout simplement. Et ça me permet comme ça aussi de répondre à cette autre question qui m'avait été beaucoup posée. Il y a tellement de saloperies dehors, tellement de bêtises, d'agitation, de stress, de bruit parasite, que ça fait du bien quand on est chez soi, à son bureau, de pouvoir tourner la tête et de voir tout ça, tous ces livres qui symbolisent l'exact contraire. Ça a un côté apaisant et même réconfortant en fait, de voir tous ces esprits qui se sont donné un mal énorme à coucher leurs réflexions, leurs idées sur le papier, à faire sentir tel aspect de l'existence, à développer tel point qui nous est peut-être familier mais dont on n'avait pas saisi toutes les nuances. En fait, une bibliothèque, c'est la promesse continuelle d'une démultiplication de l'expérience, d'un entretien qu'on peut avoir à discrétion avec des gens qui sont morts il y a plusieurs siècles, d'un contact direct avec d'autres sensibilités, d'autres formes, donc d'autres manières de représenter le monde, d'autres systèmes de valeurs, etc. C'est en fait un voyage dans le temps et dans les consciences à portée de main, et quand on y pense, c'est assez dingue. Il faut bien qu'on se rende compte de la chance qu'on a aujourd'hui de pouvoir accéder si facilement à tous ces textes, dans des belles éditions, avec des appareils critiques, des notes. En fait, on profite de siècles de travaux sur des manuscrits, de recherches approfondies pour rétablir les textes dans leur intégralité, parfois pour en moderniser la langue, ce qui nous permet d'aller aujourd'hui dans une librairie et d'acheter comme si c'était la chose la plus normale du monde, Les Regrets de Joachim du Bellay, par exemple. Alors que c'est quand même des poèmes qui ont été écrits au milieu du XVIe siècle. Donc c'est précieux et c'est bien de profiter de ça. John Ruskin avait écrit « On peut usurper 10 minutes d'entretien avec un ministre, arrêter une fois le regard d'une reine, mais tandis qu'on convoite ces privilèges fugitifs, il y a des génies plein les rayons de bibliothèque qui n'attendent que nous. Donc au lieu de fantasmer sur la rencontre de je ne sais quel conte télégénique, prenez tout de suite contact avec Kant. » La bibliothèque, c'est aussi une verticalité. C'est quelque chose qui vous fait lever la tête, et c'est toujours bien de lever la tête. En fait, la verticalité du livre, ajoutée à celle du meuble, elle stimule des envies d'élévation. Et dans un monde sécularisé, la lecture, c'est une forme de transcendance, de rapport au spirituel, sous une autre forme que sous sa forme religieuse, mais au spirituel quand même. Et je pense qu'on en a besoin à un degré minimum, parce que quand on est que dans le corps, le palpable et le loisir pur, on devient fou et on finit par faire des choses comme ça. C'est indigne, c'est honteux. Alors on m'a plusieurs fois demandé par quel livre commencer quand on voulait s'initier à la lecture. Alors en fait, il n'y a pas de réponse à cette question parce que chacun vous dira autre chose. Par contre, ce que je peux vous conseiller, c'est de choisir des livres qui peuvent potentiellement entrer en résonance avec vos intérêts et préoccupations du moment. Pour qu'une expérience de lecture soit réussie,
il faut qu'on soit investi émotionnellement. C'est un facteur qui est essentiel. En fait, l'expérience de lecture, elle dépend de l'attention, et le plaisir qu'on y prend, c'est une réaction qui est d'abord une réaction aux processus attentionnels eux-mêmes avant de l'être des propriétés du livre. En fait, toute activité qui absorbe notre attention nous est agréable, même s'il s'agit de trier des épingles. Et l'implication affective stimule et densifie ces processus, et en plus de ça, les émotions, elles chargent les représentations générées par la lecture de telle sorte qu'elles tissent des liens directs avec notre propre vécu, et qu'elles leur donnent du coup une valeur existentielle, comme si on avait vécu soi-même ce dont on fait l'expérience dans la fiction. Jean-Marie Schaeffer explique tout ça très bien avec beaucoup de données empiriques à l'appui. Pour ces raisons, c'est une bonne chose que ce qui est raconté ou expliqué trouve un écho particulier en soi. Donc par exemple, si quelqu'un a des problèmes de jalousie amoureuse, eh bien qu'il lise sans attendre une minute de plus La prisonnière de Proust, 5e tome de la recherche et livre extraordinaire sur la question. Si vous êtes un peu trop idéaliste et que ça vous inquiète, faites-vous Les illusions perdues, ça vous calmera. Si vous vous intéressez au libre arbitre, prenez Jacques le Fataliste. Voilà. Donc je pense que c'est un bon critère, et de toute façon l'important c'est d'apprécier ces lectures, et pour ça d'être parfaitement désintéressé, et de pas se mettre la pression en disant par exemple il faut que j'ai lu telle ou telle quantité de livres, parce que vous allez lire vite et mal et ça va servir à rien. Pour conclure cette vidéo, je vais quand même faire un conseil de lecture en bonne et due forme, mais d'un seul livre, parce que sinon elle va être trop longue, et de toute façon, j'en referai si ça vous intéresse. Alors je comptais parler du Voyage au bout de la nuit, mais comme je l'ai fait récemment dans la vidéo de Barbares civilisés, dont je mettrai un lien en description à défaut de pouvoir le mettre sur l'écran, c'est des subtilités qui me dépassent encore. Et donc j'ai choisi de parler des 2 discours de Rousseau, qu'on peut trouver réunis en un volume dans l'édition GF Flammarion de Jacques Roger. Alors le discours sur les sciences et les arts, Rousseau l'écrit à l'occasion d'un concours mis en place par l'Académie de Dijon en 1750, où il s'agissait de répondre à la question de savoir si les sciences et les arts contribuent à corrompre ou à purifier les mœurs. Alors Rousseau, qui par ailleurs a gagné le concours, se prononce en défaveur des sciences et des arts. Il s'en prend notamment à une certaine manière de pratiquer la science, et il dit que quand c'est pas pour le bien commun, mais pour des raisons strictement lucratives, eh bien les sciences nourrissent l'oisiveté et le goût du luxe. Et pour ce qui est des arts, eh bien les arts favorisent la sociabilité, sauf que la sociabilité cache la servitude politique. C'est la fameuse image des guirlandes de fleurs sur les chaînes de fer. Et par ces raffinements, la sociabilité produit un écart toujours plus grand entre l'être et le paraître, et cet écart devient le terreau de toutes sortes de vices. Et à la fin du texte, Rousseau stipule que la cause de ce dévoiement des sciences et des arts, c'est l'inégalité, parce que l'inégalité produit les richesses qui sont, elles, la source de toute corruption. Le second discours porte justement sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, et Rousseau part de 2 présupposés. Le premier, c'est que pour comprendre l'homme dans une perspective anthropologique, il faut connaître son histoire, et le deuxième, c'est que cette histoire est contingente. La nature humaine n'a pas causé l'histoire de l'homme. L'homme aurait pu rester à son état originaire, et il s'agit donc de comprendre pourquoi et comment il s'en est écarté. Donc en fait, on suit l'évolution de l'état de nature à la société civile. Alors à l'état de nature, contrairement à ce qu'on entend souvent sur Rousseau, hein, l'homme c'est pas que l'homme est bon, c'est que l'homme est indifférent au bien et au mal. Il ne connaît ni le bien ni le mal, parce que c'est un nomade solitaire qui vit dispersé, qui se suffit à lui-même, qui n'a aucun rapport moral. La nature lui donne de quoi subsister sans qu'il ait besoin des autres, ni même de chasser. Donc en fait, l'homme à l'état de nature, c'est une sorte de crétin heureux, précisément parce qu'il ne pense pas. Il passe de l'état de nature à la société naturelle ou à l'état sauvage, qui est une sorte de 2e état de nature, en se sédentarisant et en commençant à vivre en communauté. Dans ce contexte, il commence à prendre conscience de sa propre espèce, ses facultés se développent. Par l'invention d'outils, notamment de chasse, il prend conscience de sa supériorité sur les autres animaux, et il commence à se comparer aux autres et à comparer les autres entre eux. Et c'est là que naît l'orgueil, et que l'amour de soi, l'intérêt qu'on prend à sa propre conservation, s'infléchit vers l'amour propre, qui est vraiment, pour Rousseau, le facteur d'altération de la nature humaine et des rapports sociaux. Et tout se gâte définitivement avec l'invention de l'agriculture,
qui induit la propriété foncière et la division du travail, qui crée des rapports de dépendance et de domination. Donc les inégalités se creusent, elles génèrent de la violence, et les riches, donc ceux qui possèdent, finissent par proposer un pacte aux pauvres pour rétablir la paix, et c'est l'essor des gouvernements et de la société civile. Donc en fait, si on résume en une phrase, la thèse de Rousseau, c'est que l'origine de l'inégalité, c'est le développement de nos facultés, et l'inégalité se légitime par des lois. Que ce soit pour le premier ou pour le second discours, la question c'est pas tellement de savoir si on est d'accord, si on est séduit ou non par les idées de Rousseau. Toute la valeur est dans la réflexion elle-même, qui est absolument passionnante, et servi par une écriture d'une force incroyable. Enfin, je pense que Rousseau, c'est un des plus grands prosateurs de langue française. Sa dialectique, elle a un côté implacable. Enfin, rhétoriquement, le mec était injouable. Ces gens du monde, si doux, si modérés, qui trouvent toujours que tout va bien parce qu'ils ont intérêt à ce que rien n'aille mieux, qui sont toujours contents de tout le monde parce qu'ils ne se soucient de personne, et qui, au cours d'une bonne table, soutiennent qu'il n'est pas vrai que le peuple est faim. Et je pense que c'est quelqu'un qui donne envie de lire, d'écrire, de penser. C'est quelqu'un qui donne à réfléchir, et c'est le propre de toute bonne littérature. On lit pas pour être convaincu, mais pour penser à des objets neufs ou selon des perspectives nouvelles. Dans un texte sur la lecture, Proust écrit « Notre sagesse commence où celle de l'auteur finit, et nous voudrions qu'il nous donnât des réponses quand tout ce qu'il peut faire est de nous donner des désirs. » Avec les bons livres, ça fait aucun sens de dire qu'on les a terminés, parce qu'en fait on les a jamais terminés, il se passe toujours quelque chose quand on y retourne, et il faut y retourner. Et c'est pour ça que je dirais que d'une certaine manière, la lecture, c'est une résistance à l'écoulement et à la finitude qui caractérise notre condition. Voilà, merci encore pour votre soutien et à très vite.